Le colloque qui nous réunit aujourd'hui manifeste doublement ce dialogue, puisque, outre qu'il constitue en lui-même une forme de dialogue, il porte sur un thème, le juge et le contrat, qui est au cœur de nos pratiques quotidiennes respectives et qui fait l'objet d'un dialogue constant entre les juridictions administratives et judiciaires, tant ce thème constitue notre quotidien. Il s'agit donc aujourd'hui de dialoguer sur un dialogue. Le contrat trouve ses origines dans une tradition privatiste issue du droit romain. Il est défini, chacun le sait, à l'article 1101 du Code civil, comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Le droit public a progressivement rejoint cette conception du contrat comme la loi commune des parties. Et cette évolution s'est accompagnée d'un encadrement législatif de plus en plus précis, en particulier avec le Code de la commande publique. Néanmoins, la conception du contrat et, partant, celle de l'office du juge, diffèrent entre le droit privé et le droit public. Par leurs objectifs d'abord, l'un s'articule autour de l'autonomie de la volonté et la recherche d'équilibre entre les parties, quand l'autre se distingue par la nécessité de concilier la liberté contractuelle avec les exigences de l'action administrative et de ses prérogatives de puissance publique. Par leurs acteurs ensuite, exclusivement privés pour l'un, partiellement institutionnels pour l'autre, par leurs effets enfin, l'effet relatif étant une caractéristique principale du premier et la sauvegarde de l'intérêt général, la finalité essentielle du second. Face à ces réalités, le juge joue un rôle central. Il accompagne les mutations du contrat et voit son office évoluer dans un contexte de contractualisation croissante des relations économiques et sociales. La réforme du droit des obligations en 2016 témoigne tout particulièrement de cette évolution. Cette réforme poursuit tout à la fois des objectifs de justice sociale et des objectifs d'efficacité économique dont la conciliation conduit à conférer au juge une place majeure destinée à assurer un équilibre entre liberté et régulation. C'est dire que la conception du contrat comme chose des parties serait réductrice. Les litiges autour de sa formation, de sa validité ou de ses effets sont nombreux et le juge en est naturellement l'arbitre. Mais jusqu'où peut-il aller? À quel moment doit-il intervenir? C'est tout l'enjeu de l'équilibre entre la liberté contractuelle et la protection des droits et intérêts des parties, voire les impératifs d'ordre public et l'intérêt général. Et c'est ici que les différences entre le contrat public et le contrat privé justifient un office du juge adapté, avec des règles de fond et de procédures spécifiques. Cependant, nous assistons depuis plusieurs années à des mouvements de convergence. Ces rapprochements ne sont ni fortuits, ni purement techniques. C'est dans cette perspective que le présent colloque prend tout son sens et nous invite à interroger les dynamiques à l'œuvre, les faits réformes récentes, mais aussi les pratiques jurisprudentielles issues de nos juridictions respectives. Il s'agit de porter des regards autant croisés que convergents. Il s'agit autant de comparer que de comprendre. Les rapprochements entre nos droits sont d'abord nourris par des sources juridiques communes, le droit de l'Union européenne, celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Outre que ces sources transcendent les catégories de droit interne, elles contribuent à l'émergence de convergences autour de principes directeurs communs. Ces rapprochements sont aussi le fruit d'une volonté partagée de rendre notre système juridique plus lisible et cohérent, mais aussi plus protecteur et plus efficace. Prenons l'exemple de l'imprévision. Historiquement admise en droit public pour garantir la continuité du service public, elle repose sur un triptyque de conditions. Un événement imprévisible, extérieur aux parties, créant un déséquilibre temporaire. Cette logique a indiscutablement inspiré la réforme du droit des obligations intervenue en 2016. C'est ainsi que l'article 1195 du Code civil confère au juge, saisi par une partie, le pouvoir de réviser ou de mettre fin au contrat en cas, je cite, de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. De façon plus générale, le juge judiciaire dispose, avec cette réforme de 2016, de pouvoirs accrus pour corriger les déséquilibres, sanctionner des clauses abusives, rendre compte des situations de dépendance économique. Il devient, à certains égards, plus interventionniste, à l'image du juge administratif s'agissant de la contestation de la validité du contrat administratif. La montée en puissance de l'unilatéralisme fournit une seconde illustration de ce rapprochement.
Le droit administratif connaît depuis longtemps la possibilité de modification ou même de résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général. Ce principe trouve aujourd'hui des équivalents en droit privé, notamment avec la fixation unilatérale du prix et la résiliation unilatérale. Pour autant, cette liberté accrue donnée aux parties ne vient pas réduire l'office du juge, qui peut lui-même être saisi par une partie à tous les stades de la relation contractuelle, voire précontractuelle. Le référé offre certainement à cet égard un cadre particulièrement propice, à l'instar des référés précontractuels en vigueur devant le juge administratif. Avec ces procédures, la fonction du juge se trouve transformée, passant d'un juge agissant a posteriori à un juge plus facilitateur, d'appui, dont les pouvoirs étendus permettent une intervention a priori. Par ailleurs, si j'ai illustré jusqu'à présent mon propos par des évolutions du droit privé, s'inspirant du modèle du droit administratif, de nombreux exemples pourraient être pris en sens inverse, qu'il s'agisse de la reconnaissance du principe de loyauté, inspiré de la bonne foi contractuelle, de l'office du juge en matière de clauses pénales dans les marchés publics, des dommages-intérêts en cas d'annulation d'un contrat, etc. On décèle dans toutes ces évolutions la recherche commune d'un accroissement tant de l'efficacité du droit que de l'effectivité des droits. Si le droit des contrats privés et celui des contrats publics ne sont pas identiques, ils ne s'opposent pas, mais tendent vers un rapprochement porté par une ambition commune, renforcer la sécurité juridique et garantir les droits des parties. Ces tendances peuvent contribuer à l'attractivité du droit français des contrats. La mise en concurrence croissante des systèmes juridiques nationaux rend particulièrement nécessaire cette recherche d'attractivité du droit français. Assurément, celui-ci, autant que l'ambition du développement de Paris comme une place d'arbitrage international, pousse vers davantage d'harmonisation. On peut évoquer une autre forme d'attractivité du droit des contrats. Il s'agit d'une certaine séduction qu'opère la figure contractuelle, avec une éruption de plus en plus vaste du contrat dans des domaines autrefois rétifs à toute logique négociée. Je songe à une certaine forme de protocolisation de l'action publique ou encore à la place croissante réservée au consentement dans la procédure pénale, voire à la convention dans des domaines échappant à la libre disposition des droits, tels le divorce. La remise en cause des figures traditionnelles de l'autorité, la mise en avant de l'autonomie du sujet du droit, voire la force de l'engagement pris sont autant de considérations qui favorisent le développement de la forme contractuelle dans tous les domaines du droit, de la matière pénale à l'action publique, en passant par le droit des personnes. S'agit-il de réels contrats? Quelle place le juge peut-il prendre dans ces nouvelles formes contractuelles? Nos juridictions sont certainement confrontées là à des questions qui transcendent nos deux ordres, avec des solutions explorées qui peuvent assurément constituer des sources d'inspiration réciproques dans la logique de convergence que j'évoquais et qui, j'en suis sûr, constituera le fil directeur des travaux de cette journée. Le thème retenu aujourd'hui, le juge et le contrat, pourrait à première vue sembler plus classique. Il évoque les bancs de l'université, les manuels de droit civil et cette célèbre définition de l'article 1101 du Code civil. Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Mais cette simplicité est trompeuse, car le contrat, en tant qu'objet juridique, n'a cessé d'évoluer, et l'office du juge avec lui. Dans une approche libérale classique, le contrat a d'abord été conçu comme l'expression de l'autonomie des volontés. Il incarnait la liberté d'engagement, un équilibre spontané entre co-contractants éclairés et le respect de la parole donnée. Dans cette logique, le juge devait se tenir en retrait. Il constatait l'existence du contrat, il en interprétait strictement les termes, il imposait son respect et sanctionnait son inexécution. Il n'avait donc pas à interférer dans la volonté clairement exprimée des parties. Cette vision a longtemps structuré la jurisprudence de notre Cour, comme en témoigne l'arrêt Les Maréchaux de 2007, qui rappelait qu'on ne saurait, au nom de la bonne foi, porter atteinte à la substance des droits et obligations librement convenus. Mais ce paradigme a progressivement évolué. D'abord parce que le contrat a investi de nouveaux champs, notamment en droit public, où il s'est affirmé comme un outil souple et efficace de gestion du service public. C'est là qu'un contraste s'est dessiné entre nos deux ordres de juridiction. Le juge administratif, en lien étroit avec l'administration, a très tôt façonné un droit des contrats publics
adapté à ses finalités propres, notamment en matière de commande publique. L'impératif de continuité du service public a justifié une conception plus souple, plus pragmatique du contrat et un pouvoir d'intervention du juge plus affirmé. L'arrêt Gaz de Bordeaux de 1916 en est l'illustration emblématique. Le Conseil d'État y consacre la théorie de l'imprévision, autorisant une révision en cas de bouleversement de l'économie contractuelle. Si le juge judiciaire est resté pendant longtemps en retrait de cette évolution, le contrat privé a lui-même peu à peu changé de nature. Il est devenu plus complexe, plus technique, plus standardisé, parfois déséquilibré, voire imposé. Dans ce contexte, le rôle du juge judiciaire s'est lui aussi transformé, souvent à l'initiative du législateur, parfois sous l'impulsion jurisprudentielle. Le juge s'est vu reconnaître de nouveaux leviers. Neutralisation des clauses abusives, y compris relevées d'office, pouvoir de modération sur les clauses pénales, reconnaissance d'obligations d'information ou de sécurité, et plus récemment, révision pour imprévision introduite par l'ordonnance du 10 février 2016 que vous avez rappelé, Monsieur le Premier Président, donc un siècle après Gaz de Bordeaux. Dans le même temps, les effets du contrat ont peu à peu débordé la seule relation entre parties pour concerner les tiers, ce qui a conduit le juge à repenser les frontières de ces effets relatifs et de son opposabilité. En 2006, notre assemblée plénière a jugé dans l'arrêt Bootshop qu'un tiers à un contrat pouvait engager la responsabilité délictuelle de l'un des contractants en cas de manquement contractuel lui ayant causé un dommage. Une solution qu'elle a confirmée en 2020 en énonçant que ce tiers n'avait alors pas à prouver une faute distincte dès lors qu'un lien de causalité avec le manquement était établi. Plus récemment, le 3 juillet 2024, il y a moins d'un an, la Chambre commerciale a admis qu'un tiers invoquant un tel manquement contractuel pouvait néanmoins se voir opposer les limites de responsabilité fixées entre les parties au contrat. On mesure ainsi combien le juge est progressivement devenu l'un des architectes d'un équilibre contractuel repensé. Un équilibre qui ne sacrifie ni la liberté ni la sécurité juridique, tout en veillant à la loyauté de l'échange, à la justice de l'exécution et aux effets sociaux du contrat. Ce rôle s'impose avec d'autant plus d'acuité que cet outil juridique pénètre des champs particulièrement sensibles, marqués par l'ordre public comme le droit de la famille ou le droit pénal. Le droit pénal, un domaine que nous explorerons cet après-midi en appréciant comment la création et l'essor des mécanismes de justice négociée, je pense à la composition pénale, à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, ou à la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, pose des questions fondamentales, qu'elles soient relatives au rôle des parties ou à l'évolution de l'office du juge, entendu d'ailleurs au sens large, office bien sûr également du procureur. Fort de toutes ces approches, nous observerons comment une forme de convergence entre nos deux ordres de juridiction se dessine. Non pas une fusion, mais une proximité d'office, celle de gardien d'un contrat devenu espace de normativité, vecteur de lien social et levier de justice. Au cœur d'un certain nombre de discussions. Dans une vision strictement juridique, la loi permet, ordonne ou interdit, strictement juridique parce qu'elle fait l'objet de nombreuses négociations, le contrat, lui, appelle à la négociation. Pour autant, le contrat administratif est spécifique puisqu'il est en principe un contrat conclu par une personne publique et qui contient des clauses exorbitantes du droit commun ou fait participer le co-contractant à l'exécution du service public. Les pouvoirs de l'administration exorbitants tranchent naturellement avec le principe d'égalité des parties au contrat. Et là où il y a de la négociation, le droit administratif offre à l'administration des pouvoirs spécifiques, ça a également été rappelé, qui se justifient par la poursuite d'un intérêt général, allant jusqu'à la modification et la résiliation unilatérale ou la sanction pour exécution défaillante. Le contrat est aujourd'hui nécessaire à l'action publique, je dirais plus que jamais. La place du contrat s'est en effet accrue durant plusieurs décennies, résultant du double mouvement du recul du secteur public et de la montée en puissance de l'économie de marché et de la décentralisation qui, en installant des légitimités concurrentes de celles de l'État,
a ouvert le champ de la coopération entre personnes publiques et bien sûr, comme cela a également été rappelé, du droit de l'Union européenne qui incite les acteurs publics à se comporter davantage comme des personnes privées pour ne pas fausser la concurrence. Le recours au contrat permet une meilleure acceptabilité de la norme qui est négociée et garantit ainsi sa bonne application. Il peut permettre à la personne publique d'avoir recours à une expertise externe allant des partenaires sociaux aux associations gestionnaires en matière médico-sociale afin d'élaborer des normes adaptées et d'appliquer des politiques publiques. Il offre enfin l'avantage de responsabiliser les co-contractants en définissant les objectifs de chacun et d'adapter la norme juridique pour tenir compte des spécificités toujours plus nombreuses dans lesquelles s'insère l'action publique. L'intervention du juge reste dans ce cadre une garantie à la bonne économie du champ contractuel. Cette intervention permet de pallier les principaux défauts du contrat relatifs à la fragilité de la norme négociée, qui peut être rédigée dans des termes parfois imprécis ou ambigus, au risque d'asymétrie entre les parties ou encore au danger de la dilution des responsabilités par la délégation que le contrat peut prévoir. En guise d'introduction, quelques mots d'une part pour rappeler à la fois l'office profondément renouvelé du juge administratif du contrat, il y a maintenant plus d'une décennie, ainsi que les éléments qui contribuent à rapprocher, et là encore ça a été souligné, l'office des juges civils et administratifs. Et puis peut-être souligner également que malgré des convergences entre les contrats privés et publics, le contrat administratif garde une irréductibilité dans son principe, mais également dans certaines de ses déclinaisons particulières. L'office du juge administratif, donc pour les contrats, un office profondément rénové au cours de ces dernières décennies. Il a été dans un premier temps par la loi. Ainsi, depuis 1992, le référé précontractuel permet aux candidats évincés d'une procédure de passation de saisir le juge administratif pour faire grief d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette première procédure d'urgence spécifique a été complétée en 2009, conformément au droit de l'Union européenne, par une seconde, le référé contractuel, qui vise à sanctionner les mêmes manquements dans le cas où le contrat a finalement été signé, certes avec des conditions d'ouverture distinctes. L'office du juge du contrat et les modalités de recours ont également été rénovés par la jurisprudence. D'une part, donc, cet office a été considérablement approfondi pour ce qui est des recours des parties au contrat au travers des arrêts communes de Béziers. Par le premier du 28 décembre 2009, le juge du contrat a redéfini le cadre de la contestation de la validité du contrat et défini la palette des pouvoirs lui permettant de mieux répondre à l'exigence de stabilité des relations contractuelles en limitant le cas d'annulation aux irrégularités les plus graves. Le deuxième arrêt du 21 mars 2011 a, au nom de cette même exigence de stabilité des relations contractuelles, jugé qu'il pouvait même au besoin ordonner la reprise des relations contractuelles. S'il demeure le garant du principe de l'égalité, le juge administratif doit également être attentif aux conséquences économiques et financières de ses décisions. Il veille, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, à ne pas se laisser instrumentaliser d'une certaine manière et à garantir la loyauté des relations contractuelles. L'autre évolution majeure date de 2014, bien connue, c'est l'arrêt Tarn-et-Garonne, qui s'inscrivait dans la continuité de la création du recours tropique ouvert aux concurrents évincés en 2007 et revenu sur la jurisprudence séculaire Martin. Cet arrêt de 2014 a en effet ouvert le recours à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par le contrat ou ses clauses. Là encore, chaque irrégularité doit recevoir, selon sa gravité, une réponse adaptée du juge, qui peut par exemple ordonner la modification d'une clause du contrat ou le versement d'une indemnité. Dans le même mouvement, le Conseil d'État a ouvert 3 ans plus tard au tiers la possibilité de contester devant le juge du contrat la décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat litigieux et a apporté les précisions nécessaires à l'application du recours Tarn-et-Garonne. Deuxième temps, les possibles convergences entre les contrats de droit privé et de droit administratif. Bien sûr, le droit des contrats administratifs est distinct de ceux formés en vertu du Code civil. Le juge administratif a dès l'origine puisé une partie de son appareil conceptuel et théorique dans les catégories générales du droit des contrats. Le droit des contrats administratifs, s'il admet des exceptions à ces principes, par exemple dans les clauses réglementaires, partage en théorie les principes fondamentaux du droit des contrats, la liberté contractuelle bien sûr, la règle de l'effet relatif, le consensualisme ou encore la force obligatoire du contrat.
Certains ont même avancé qu'eu égard notamment à la force de conviction que recèle le Code civil en France, les règles issues de la jurisprudence administrative pouvaient y trouver un facteur de légitimation. On peut voir le résultat de l'attention du juge administratif pour les solutions du juge judiciaire s'agissant de questions similaires. L'enrichissement sans cause, la valeur de son préambule pour l'interprétation d'un contrat, la théorie des vices cachés ou encore la garantie décennale du Code civil qui trouve à s'appliquer au marché public. Ce rapprochement et cette discussion entre juge judiciaire et juge administratif peuvent également, bien sûr, découler de l'intermédiation des travaux universitaires très importants auxquels nous sommes attentifs et qui proposent des évolutions. Le droit administratif des contrats a également évolué sous l'effet du droit de l'Union européenne, je le disais, et on peut à cet égard rappeler l'entrée en vigueur en 2019 du Code de la commande publique, code dont de nombreuses règles résultent de la refonte des directives européennes marché public et concessions opérées en 2014. Le droit de l'Union européenne conduit à réexaminer certaines solutions françaises, comme l'a montré l'avis du 15 septembre 2022 de notre Assemblée générale relatif aux conditions d'application de la théorie de l'imprévision, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette théorie, mais qu'elle connaissait certaines limites liées à ces exigences européennes. Les discussions d'aujourd'hui pourront conduire à s'interroger sur l'effet du droit de l'Union européenne pour déterminer s'il a tendance à figer les particularités des contrats publics ou au contraire à rapprocher les régimes des contrats privés et administratifs. En tout état de cause, les discussions sur les éventuelles convergences entre ces régimes ne pourront éluder la singularité, je crois, essentielle du contrat administratif. Car derrière, et c'est mon deuxième temps, l'éventuelle harmonisation entre les régimes publics et privés, se dresse, je crois, une réalité fondamentale. Le contrat administratif n'est pas un contrat comme les autres et le juge administratif ne pourrait ou ne saurait, en conséquence, se fondre complètement dans les habits du juge civil. D'abord, l'exorbitance du contrat administratif reste une clé de lecture essentielle pour deux raisons. D'abord parce que ce régime a pour objectif final de garantir l'intérêt général et le juge ne pourrait s'en tenir à la simple volonté des parties si celle-ci la méconnaissait. Les clauses réglementaires en particulier, eu égard à leurs effets, ne peuvent être examinées comme de simples clauses relatives qui n'auraient d'effet que sur les co-contractants. Le tribunal des conflits lui-même lie contrat administratif et intérêt général lorsqu'il définit en 2014 la clause exorbitante de droit commun qui permet de qualifier le contrat administratif et de retenir par voie de conséquence la compétence du juge administratif comme la clause qui, je le cite, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique dans l'intérêt général qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ensuite, cette irréductibilité est liée au fait que la nature des parties en présence, comprenant une personne publique ou au moins une personne privée agissant au nom et pour le compte d'une personne publique, induit presque par nature un déséquilibre structurel que le juge administratif doit réguler. Là où le juge civil est d'abord le gardien de l'égalité contractuelle, le juge administratif est le gardien de la hiérarchie des intérêts et en dernier lieu de la protection de l'intérêt général. Enfin, pour conclure, permettez-moi de souligner ou d'appeler l'attention sur certains contrats administratifs qui portent véritablement et déclinent des politiques publiques. Le contrat administratif permet souvent de mettre en œuvre des politiques publiques en confiant la gestion d'un service public, le Premier Président l'a rappelé, ou en recourant à une commande pour se fournir de quoi exécuter une politique publique. Mais les contrats peuvent également, plus fondamentalement, être le socle même des politiques publiques. Lorsque par un contrat de plan État-région, ces deux entités s'engagent sur la programmation et le financement des projets, ils définissent en pratique une politique publique dans son incarnation territoriale. Il en est de même, par exemple, lorsque l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie signent une convention d'objectifs et de gestion qui définit les objectifs de l'assurance maladie, les moyens de fonctionnement et les actions pour les atteindre. Ces contrats spécifiques qui ont véritablement trait à la politique publique existent dans les champs du social, de l'éducation ou de la santé, ou encore de la culture ou de l'aménagement du territoire. Et on retrouve fondamentalement derrière ces contrats qui permettent de définir en pratique et de mener une politique publique l'esprit de cette politique bien plus que les principes de l'effet relatif et de la négociation égale entre deux parties. Pour terminer sur un domaine qui m'est cher, le champ sanitaire se caractérise par de nombreux contrats particuliers parce que liés aux politiques publiques. Il en va ainsi des conventions entre la Sécurité sociale et les organisations syndicales des professionnels libéraux de santé depuis 1971 qui sont ensuite soumises à l'approbation des pouvoirs publics, laquelle confère des effets réglementaires à leur stipulation,
comme l'ont jugé tant le Conseil d'État que le Conseil constitutionnel. Ce mode de régulation a progressivement été étendu, par exemple, aux établissements thermaux, aux transports sanitaires, d'actualité, ou encore aux centres de santé en 1999. Une volonté similaire de substituer une relation contractualisée à une relation d'autorité peut se retrouver également en matière hospitalière. Mais parce qu'on est ici dans une déclinaison des politiques publiques, la forme juridique contractuelle ne s'accompagne pas toujours d'une liberté de négociation et de conclusion. La loi peut même imposer la conclusion de contrats ou donner à des acteurs publics la possibilité de l'imposer. Ainsi, le directeur de l'Agence régionale de santé peut obliger les établissements publics de santé à conclure une convention de coopération ou à créer un groupement commun et donc à négocier une convention constitutive. Le refus de conclure un contrat peut même être sanctionné, comme s'agissant des contrats d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins, en cas de progression non justifiée des dépenses de médicaments, le refus entraînant le prononcé par le directeur de l'ARS d'une sanction pécuniaire. On retrouve d'ailleurs des mécanismes pas tout à fait comparables, mais en droit du travail, avec bien sûr les conventions collectives qui peuvent être étendues, ce qui témoigne de leurs effets structurants pour la politique de l'emploi. In fine, il y a sous les atours du contractualisme la manifestation d'une ambition législatrice. Le contrôle du juge administratif est alors pleinement justifié dès lors que souvent, pour reprendre les mots d'Alain Supiot, le phénomène dit de contractualisation ne consiste nullement en un reflux de la loi face au contrat, ni en un recul du dirigisme face au laisser-faire. Mesdames et messieurs, s'il est indéniable que le juge administratif des contrats a profondément modernisé son office depuis le tournant des années 2000, cette modernisation n'a pas gommé l'essence même de sa fonction, celle d'assurer à travers le contrat la réalisation de l'intérêt général dans un cadre juridique stable. L'objet examiné par les juges administratifs et civils est certes facialement le même, et il est éminemment intéressant de comparer leur office, et je me réjouis vraiment de cette journée, car sur la trame de cette similitude ressortent d'autant mieux les différences qui existent toujours et qui teintent le contrôle des juges civils et administratifs, les pouvoirs des parties et des tiers dans les anciens comme dans les nouveaux champs du contrat qui seront examinés aujourd'hui. C'est devenu un mode d'action publique et de production des normes, pour citer le titre de l'étude du Conseil d'État publiée en 2008, fondée sur la négociation et le consensus plutôt que l'autorité, et qu'il s'agisse de développement économique, d'urbanisme, de sécurité, de santé, de transition écologique, c'est aussi l'instrument de la démocratisation de l'action administrative et de la réforme. Et comme administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers, j'observe avec intérêt ce phénomène dans l'enseignement supérieur et la recherche. Les contrats de recherche financés sur appel à projet, le contrat de plan État-région pour l'immobilier, les contrats pluriannuels d'établissement, les contrats stratégiques, les contrats d'objectifs et de moyens, et tout dernièrement, le contrat d'objectifs, de moyens et de performance que les universités doivent signer avec l'État. Mais le contrat évolue grandement comme la société, puisqu'il suit les mouvements de la société. Et le modèle classique qui avait été façonné en 1804 dans une France rurale, pré-industrielle, fondée sur l'échange des consentements instantanés entre deux personnes, aujourd'hui a explosé. Les relations sont complexes, les enjeux économiques sont considérables, ils ont rendu déterminante la phase de négociation précontractuelle. Par ailleurs, face à la montée de la consommation, le législateur a dû protéger la partie faible. Et c'est l'irruption du droit de la consommation et avec lui du droit de l'union dans les contrats. Le contrat de vente, archétype du contrat pendant longtemps, est aujourd'hui détrôné par le contrat de service. Quant à l'ordre public, il s'est diversifié. Aux côtés de l'ordre public politique, de l'ordre public moral, on voit surgir un ordre public économique, puis un ordre public de protection, un ordre public social, un ordre public environnemental, un ordre public humaniste, sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux. Alors, pour introduire ces propos, je parlerai d'abord de l'évolution du droit des contrats en Europe, puis de l'impact de la réforme de 2016 sur les contrats administratifs et enfin, j'évoquerai, si le temps m'en est laissé, quelques enjeux internationaux. Un bref regard pour commencer sur les droits français, anglais
allemand. J'irai vite, rassurez-vous. Le Code civil consacre la force obligatoire du contrat, c'était l'ancien article 1134, repris bien sûr par la Réforme, et on enseigne traditionnellement que le contrat est la chose des parties, qu'il doit rester tel qu'il a été voulu par les parties, sans que le juge puisse intervenir. Liberté contractuelle et sécurité juridique également justifient ce principe profond du droit civil des contrats. Et puis il y a l'histoire. Il y avait, vous le savez, une certaine méfiance à l'égard du juge qui puise ses racines dans la crainte des révolutionnaires qui se rappelaient l'opposition des parlements aux édits du roi. Il ne faudrait pas que le juge remette en cause la volonté des partis et encore moins, bien sûr, celle du peuple souverain. Le contexte, cela a été dit, a changé. Et aujourd'hui, le droit des contrats s'est aussi beaucoup développé en dehors du Code civil, dans des lois spéciales ou dans des codes, tels le Code de la consommation. Le Code civil apparaissait vieilli, et dès les célébrations du centenaire du Code civil, la comparaison avec le jeune Code civil allemand, entré en vigueur en 1900, avait aiguisé les envies de réforme du droit des contrats. Ce droit allemand, inspiré par l'école des Pandect et Savigny, avait donné lieu à un code civil, le BGB, plus abstrait, un droit de professeur, un droit qui a fait figure de modèle dans le monde entier également, et les clauses générales en droit des contrats allemands étaient des notions flexibles que les juges allemands ont pu utiliser pour faire évoluer tous leurs droits. J'en donne deux exemples. Pour assouplir le principe pacta sunt servanda, lorsqu'ils estiment que les conditions générales d'affaires imposées dans des contrats d'adhésion sont trop favorables aux grandes entreprises, ou encore, sur le fondement du paragraphe 242 du Code civil allemand, le principe de bonne foi a permis notamment, lorsque les circonstances avaient changé, de réviser le contrat. Et l'inflation survenue en Allemagne après la Première Guerre mondiale n'y était pas, bien sûr, pour rien. Du côté du Royaume-Uni, on a coutume de dire que le droit anglais est un monde à part, c'est une jungle et non un jardin à la française. Et il s'est créé, vous le savez, par l'action judiciaire. Le droit anglais, en fait, s'est formé surtout à travers de grandes décisions en droit commercial, notamment en droit maritime. Et ce qui est frappant en droit anglais, c'est la place laissée à la question de l'interprétation du contrat. Sujet qui est finalement trop peu abordé dans les cours de droit des contrats. C'est absolument essentiel, c'est vraiment là qu'est le noyau dur du pouvoir du juge sur le contrat. On dit aussi souvent que le droit anglais ne connaît pas la bonne foi. Ce n'est pas tout à fait juste. S'il n'a pas de principe général de bonne foi, il connaît beaucoup d'outils qui permettent de rétablir une certaine égalité ou à tout le moins de préserver la partie faible à travers notamment des mécanismes d'equity. Mais là où nous faisons peut-être parfois une confusion, c'est lorsque nous imaginons par exemple que nous allons reprendre un principe général. Nous imaginons par exemple que nous allons reprendre un principe général d'estoppel importé du droit anglais et qui serait, en bon français, le principe de la confiance légitime ou de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. En réalité, si l'estoppel est en effet très utilisé en droit anglais, il n'y a pas un principe général. Ce sont une multitude d'estoppels utilisés dans des cas particuliers. Et c'est cela qui distingue la façon de trancher du juge anglais de celle du juge français. Alors, ayant rappelé quelques grandes évidences du droit comparé, eh bien, il faut dire maintenant que progressivement, tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, s'est formée en Europe une doctrine européenne qui, de plus en plus, s'est dit qu'il était regrettable de ne pas avoir un droit privé des contrats. Et tout cela a été renforcé aussi par certaines politiques européennes, par le droit de l'Union, par ce qu'on appelait à l'époque l'acquis communautaire, par des directives qui abordaient des points spécifiques, précis du contrat et en grande
partie par la directive sur les clauses abusives de 1994, dont on n'a peut-être pas mesuré à l'époque l'incidence qu'elle allait avoir sur la théorie générale du contrat. Donc dans ce contexte européen, antérieur à la réforme, il y a d'une part le développement de l'acquis communautaire avec la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, et puis d'autre part cette contribution majeure au renouveau de l'office du juge à travers une doctrine privatiste qui progressivement s'est constituée et s'est organisée pour devenir une doctrine collective législatrice, pour faire des offres de loi aux législateurs internes. Ces offres de loi sont parties d'un modèle commun qui venait du commerce international et qui était la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Donc toujours le contrat de vente encore à l'époque, on est en 1980 lorsque cette convention est adoptée, et c'est toujours le contrat de vente qui est l'archétype du contrat qui fait figure de modèle. Alors, ceux qui ont suivi ces évolutions connaissent ces différents groupes. Il y a eu l'avant-projet de code civil du professeur Gandolfi. Il y a eu les principes du droit européen du contrat menés par la commission Landau. Il y a eu aussi un groupe d'études dont l'ambition était de rédiger un code civil européen sur les aspects patrimoniaux, donc le contrat était au cœur de son travail. Le groupe dirigé par le professeur allemand von Bahr, plus controversé que les deux autres. Et tout cela, en fait, était inspiré de la Convention de Vienne et des principes d'Unidroit sur les contrats du commerce international, Unidroit ayant pour vocation d'unifier le droit, par la voie soit de convention, soit de codification doctrinale qui servirait de modèle et qui serait adopté par l'organisation internationale, mais pas comme un traité. Et donc c'est par la circulation des idées, la circulation des modèles, les convergences, que se ferait progressivement l'harmonisation, voire peut-être par la suite l'unification du droit. Donc on en est là en Europe lorsque nous avons célébré le bicentenaire du Code civil. Et nous sommes donc en 2004. Le premier rapport de la Banque mondiale Doing Business vient d'être publié. C'est un électrochoc en France. On se rend compte qu'on n'a peut-être pas suffisamment mesuré l'importance des enjeux économiques en droit des contrats. Et par ailleurs, toutes ces discussions sur un droit européen des contrats vont bon train dans toute l'Europe et la doctrine européenne publie de plus en plus d'ouvrages sur le sujet. Il était donc temps de se dire réveillons-nous et révisons notre droit pour qu'il puisse continuer de rayonner en Europe et dans le monde. Tout cela a été extrêmement bien dit par le rapport. Ce que je voudrais dire ici, c'est que cet instrument beaucoup moins connu, qui est le projet de cadre commun de référence, élaboré par le groupe d'études sur le Code civil européen, synthétise bien les nouveaux principes de base qui vont guider l'office du juge. Il y en a 4. La liberté contractuelle, placée en tête, mais qui subit de nombreuses restrictions pour des considérations diverses. Les tiers, la justice. Et plutôt que de rendre les règles impératives lorsque cette liberté doit être limitée, ce projet propose de mettre en œuvre un test flexible de justice, a fairness test, pour protéger la partie faible, parce que cela interfère moins avec la liberté des parties. Deuxième grand principe, le principe de sécurité, reconnu comme très important. Et c'est à ce titre que va monter en puissance l'idée de protection de la confiance, de protection des attentes légitimes. Troisième principe, la justice contractuelle. Et dans toutes ces codifications que j'ai évoquées, on trouve le principe de bonne foi, la sanction du comportement incohérent, l'obligation de coopération entre les parties, dans la mesure où elle peut raisonnablement être attendue par le créancier. Et enfin, quatrième principe, l'efficacité. Et ce principe peut peut-être être le plus surprenant pour nous, mais au fond, nous le connaissons aussi, c'est la question de l'efficience économique du droit, qui aujourd'hui peut se traduire aussi par l'idée que dans un ensemble contractuel, il faut essayer de préserver l'un des contrats plutôt que de l'annuler. C'est une des manifestations de la favor contractus. La réforme du droit des contrats a était très largement commentée, et si je m'aventurais sur ce terrain, je risquerais d'aller sur le terrain de la prochaine table ronde et surtout
devait faire le droit administratif, ou que faut-il faire depuis que l'arrêt commune de Béziers a refondé les conditions dans lesquelles les parties à un contrat administratif peuvent demander l'annulation du contrat? Faut-il ou non appliquer au recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat, différent d'un recours en annulation, la prescription quinquennale, comme pour les actions en nullité des contrats de droit privé? C'est une question qui a été abordée dans l'arrêt Association pour les musées des îles de Saint-Pierre et Miquelon, et il a été décidé que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas et que cette action donc restait ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. Donc vous voyez que le juge administratif sait, lorsqu'il le faut, prendre ses distances avec ces principes inspirants issus du Code civil juridique. Lors de l'examen du texte sur l'imprévision, les représentants des entreprises ont fait part des difficultés des PME pour disposer de l'appui d'un service juridique. Et ils ont dit combien avoir un modèle, un cadre supplétif était important. Mais si ce cadre supplétif peut être écarté par la partie la plus forte, eh bien, on se rend compte que tout cela devient quand même moins utile en pratique. Donc cette question est extrêmement importante dans la pratique. Et s'agissant de l'article 1195, il y a eu un grand débat et c'est plutôt la solution d'un texte supplétif qui a été retenue. Sur le plan international, les parties sont libres de choisir la loi applicable au contrat. Cela résulte de l'article 3 du règlement Rome 1. La limite, c'est qu'elles doivent rester encore dans le cadre d'un système juridique étatique. Le contrat est régi par la loi, choisie par les parties. Or, on voit en droit international aussi une tendance qui consiste à dire que les parties devraient pouvoir, comme dans l'arbitrage, choisir les règles de droit, s'affranchir d'un système juridique étatique et pouvoir, par exemple, désigner les principes d'unidroit, codification neutre. Mais c'est un autre sujet. Le sujet que je voudrais traiter rapidement, c'est la question de savoir, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés en France au moment du choix, si, lorsque les parties choisissent une loi étrangère, le juge peut réinjecter le droit français en disant qu'il s'agit là de dispositions internationalement impératives qui prévalent sur le choix, en fait, de la loi étrangère. Et en réalité, cette question est essentielle, mais il y en a une autre qui est encore plus essentielle, c'est, au fond, dans ce type de contrat purement interne, est-ce que les parties peuvent éluder la compétence juridictionnelle française et choisir n'importe quel juge étranger? Et on sait que la Cour de justice de l'Union européenne, contre l'avis de l'avocat général, a jugé récemment, dans l'affaire Incréal, que c'était possible lorsque les deux parties étaient établies dans un même État membre et que le seul fait qu'elles conviennent de la compétence des juridictions d'un autre État membre suffisait à établir cet élément d'extranéité, qui est en quelque sorte vidé de sa substance. Donc, vous voyez comme ces enjeux de risque d'éviction de l'ordre juridictionnel français et donc de règles impératives, y compris de règles internationalement impératives, sont importants aujourd'hui. Et très intéressant également, c'est dans quelle mesure faut-il ou non privilégier l'utilisation du contrat pour résoudre les litiges et quelles sont les limites. Dans le domaine de l'arbitrage, et il y a un projet de réforme en ce moment, nous sommes dans un environnement très concurrentiel. Il y a donc une tendance à vouloir repousser les limites du droit français pour pouvoir rester dans cet environnement concurrentiel. Mais le Code civil pose des limites. L'article 2059, qui n'a pas été réformé par la réforme des contrats, parce qu'on n'est pas dans le domaine du contrat, dispose que toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Et l'article 2060 pose d'autres limites, mais la jurisprudence progressivement s'en est affranchie puisqu'il y avait une interdiction de compromettre dans les matières qui intéressent l'ordre public et l'on sait aujourd'hui que cette limite n'est plus trop respectée. Donc on se recentre sur la question des droits dont les parties ont la libre disposition. Et finalement ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le phénomène de contractualisation de la justice que l'on constate aujourd'hui, ce qui importe le plus, ce n'est pas l'idée de donner effet à l'autonomie de la volonté. C'est plutôt l'idée de désencombrer les juridictions. Cela a bien été montré par le rapport lors des États généraux de la justice qui a été remis au président de la République le 8 juillet 2022, qui préconise de redéfinir les missions du juge et de faire preuve de réalisme. Et la réforme des contrats incite aussi à régler les problèmes d'exécution et les différends en dehors du juge. Donc ces accords relatifs au règlement des litiges, qui sont des actes conventionnels, que l'on pourrait croire fondamentalement justifiés par l'autonomie de la volonté, se développent, y compris en dehors des domaines où règne traditionnellement l'autonomie de la volonté, y compris en droit de la famille, par exemple. Et la question est de savoir quelles sont les limites
est-ce que ça va être le critère de libre disponibilité des droits, que l'on retrouve souvent lorsque le législateur français a introduit la médiation en droit administratif, il a fixé cette limite. L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. Mais les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile sur la médiation conventionnelle ne reprennent pas cette exigence de libre disponibilité. En revanche, les textes sur l'audience de règlement amiable, décret de juillet 2023, imposent que les parties aient la libre disposition de leurs droits, mais pas les textes sur la césure du procès. Donc je crois qu'on ne sait plus très bien où l'on en est parce que l'on est dans un mouvement qui va de la justification de toute cette contractualisation de la justice fondée au départ sur l'autonomie de la volonté, aujourd'hui fondée sur d'autres impératifs, et par conséquent, on ne sait plus trop quelles en sont les limites. Et là encore, le droit comparé est intéressant. En droit anglais, lorsqu'il y a eu ces grandes réformes de la justice, et par souci d'économie bien sûr et d'efficacité, eh bien, les Britanniques ont tout simplement décidé que désormais les parties dans le droit de la famille pour un divorce allaient recourir à l'arbitrage, qu'il ne fallait plus que les juridictions soient saisies. Donc on voit bien qu'elles ne s'embarrassent absolument pas de ces questions des limites posées par le droit des contrats. Donc nous ne sommes pas encore non plus dans une convergence parfaite, vous voyez, avec le droit anglais, mais laissons cela pour une autre fois. Je finirai simplement ces propos déjà longs avec cette question finale. Est-ce que les objectifs de célérité, d'efficience, de réappropriation du traitement de leurs différends par les justiciables ne pourraient pas conduire à recentrer le contrôle sur l'ordre public, article 6, article 1102 du Code civil, et finalement à se débarrasser du critère de libre disponibilité des droits qui n'est pas si facile que cela à mettre en œuvre. Mais je sais que d'autres voies ont été proposées.